C'est Schrader, professeur d'allemand, qui a fait beaucoup de choses. Elle m'a dit ce soir, ça va être un festival de calembours, de jeux de mots et de vagues, de gens. Raphaël Darry, brillant, étudiant en deuxième année, qui a donné impulsion à ce concours. Stéphane Alamy, un grand camarade, un ami qui est un ancien de l'EG, c'est pas juste pour rappeler les il est un ancien de l'EG. Il était comme vous. C'était un petit peu comme vous. Bien alors, toujours une main quasi innocente, pour désigner donc l'ordre de passage, de manière tout à fait aléatoire. Ça sera Raphaël Lebrun. Thomas Deslandes. Benoît Struc. Thomas de Châtre. Ruth Zola. Monsieur Roublin. Michel Galli. C'est cruel. Gaël Riquier. Lucas Bernstein. Geoffrey Dessier. Jean-Luc Tarefec. Alexandre Abier. Antoine Galsien. Antoine Fornas. Je vous rappelle de vous passer, vous présenter votre sujet. Allez-y, ou alors, comment décourager un étudiant motivé de ne pas faire le concours des danses. Au moment où j'étiens mon sujet, je l'ai regardé, je l'ai lu, j'ai regardé en scène, j'ai regardé par terre, il y a une petite pelure de Clémentine à ce moment-là, ça m'a intrigué. J'ai regardé mon sujet, et là, j'ai lâché le mot qui aujourd'hui apparaît comme la référence que tout le monde sort dans une situation délicate. Une semaine avant, Gabriel Bedbol et Antoine Cozy, mon pseudo staff, m'avaient rassuré en me disant « Mais oui, mais t'inquiète pas, on va t'aider. Comme nos trois esprits complètement débiles, on fera un sketch mémorable. » Faux. Aujourd'hui, Jab se fout de ma gueule et Antoine... Antoine, en fait, j'ai plus trop de mettre de lui en ce moment et on m'a dit qu'il allait des labos au Pérou. C'est cool. Bref, ils m'ont laissé dans la main.
Bon, comme on dit, hein, on n'est jamais mieux servi par soi-même. À ce moment-là, je me suis dit que le gars qui a fait ça n'avait jamais fait de concours d'éloquence, ou n'avait tout simplement pas la vie. J'arrive à la Bibli, je me pose devant mon ordi, je referme toutes les fenêtres susceptibles de me déranger, style milforcel.com. Milf en scène. J'ouvre Microsoft et là je vais rentrer une fille. Attends, pas n'importe quelle fille. Pas n'importe quelle. Non. C'était Elodie Bayou. La fille que tout homme hétéro qui se respecte voudrait aller obtenir un rendez-vous de canon avec elle. Autrement dit, lui faire découvrir de nouvelles expériences et le contact avec son corps. Je ferme mon ordi, de toute façon, j'avais aucune idée. Je commence à lui faire mon numéro de chien. Excusez-moi, vous n'avez pas vu un petit chien grand comme ça, il est parti par là ou par là, je ne sais pas. C'est une référence à deux minutes. Je lui parle, elle m'écoute, je lui sors des blagues, elle rigole, je me dis yes, ce soir je conclue. Mais pour tout vous dire, la seule chose à laquelle je pense à ce moment-là, la seule chose qui m'obsède, c'est l'idée de foutre des baleines et des belugas dans un putain d'aquarium géant. Et dans un pays dont la population se constitue, il faut le dire, pour la majorité de moines tibétains qui passent leur journée à prier et à faire des vœux de silence pendant toute leur vie. En plus, je sais pas si vous savez, mais on y croit en la réincarnation. La réincarnation, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gars quand il meurt, il se réincarne. Voilà. Tu me diras, ouvrir un musée scénographique au Tibet, ça s'avérait ultra rentable pour le budget. Et ouais, pourquoi dépenser des millions d'euros pour faire venir des petits animaux dégueux alors que tu les as devant toi? Et ouais, t'as juste à tuer quelques moines tibétains et bim, réincarnation. Enfin, le seul problème, c'est qu'il faut que je trouve le moyen d'éviter qu'il se réincarne en fourmi. C'est un peu horrible. Non, mais au-delà de ça, l'idée en elle-même est un peu pourrie. C'est illégal de passer en 3 quarts de journée à crier et à nous parler. Il faut les faire rire. Moi, j'aimerais bien les faire rire. Et honnêtement, les seuls qui iront dans cette histoire, c'est les baleines. De plus, je suis pas sûr que les morses ouvrent de manière optimale les chakras dans cette tisette horrible. Enfin, personnellement, je vois un asiatique en toge en train de voir rien dénager, je me fous de sa gueule et je rigole avec mes potes et pieuvres. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Enfin bon, on remet aux choses sérieuses, parce qu'on est tous là pour parler de ça, Elodie. Je vous le disais donc, après quelques blagues un peu foireuses, 2-3 attouchements dans les règles de l'art, je me décide à l'inviter à boire un verre. Et elle accepte. Alléluia! Alléluia! On quitte la Bibli, bras dessus, bras dessous, direction chez moi. Non, en fait, on est passé par le bar avant, je prends un peu mes rêves pour des réalités. On boit 1, 2, 3 verres. Pour l'instant, je gère, honnêtement, je me dis que ça va le faire. Je la raccompagne chez elle et là je me mets en mode lover. Je commence à la suivre pour rentrer chez elle, je m'optimise. Et là, elle me lâche le truc le plus improbable qu'elle pouvait me sortir. Je préfère les animaux. À ce moment-là, je me suis dit que j'aurais dû un peu plus me pencher sur les Tibétains et la réincarnation et tout ça. Merci beaucoup. Je précise que la vocation première de l'AFG n'est pas un club de rencontre. J'ai démerdez-vous ailleurs, quoi. Il faut les rentrer ailleurs que dans le concours d'éloquence. Voilà. C'est bien moment. On va y aller à la concurrence, quand même.
suivant. Pourquoi les aigles ne volent-ils pas avec les pigeons? Alors, en juin dernier, je quittais le lycée en passant mes épreuves du bac. J'arrive à l'ESG, tel un aigle royal, et vous me demandez de traiter un sujet encore plus débile que celui de philo. Je me dis, merde, je me prends encore pour un pigeon. Et encore, je ne suis pas tombé sur le sujet le plus tordu de ce concours. Bref, il est évident que tout le monde connaît la référence B2O ici, à part les vieux incultes de plus de 30 piges, évidemment. D'autant plus que ce sujet m'a été extrêmement difficile à traiter, sachant que Booba, c'est pas vraiment mon univers musical. Moi, mon rap à moi, c'est plutôt Serge Gainsbourg, Patrick Sébastien, Charles Aznavour et toute la team. Pour en revenir à mon sujet, à la vue d'une telle question, on peut se pencher sur l'explication physique du phénomène. Pourquoi les aigles ne volent-ils pas avec les pigeons? Si vous posez la question à des gens teubés comme Nabila, ils auront tendance à vous répondre quelque chose comme « Non mais allô quoi, ces deux oiseaux ne parlent pas la même langue et donc n'ont aucune raison de voler côte à côte quoi. » Si vous posez la question à des experts, ils vous répondront que le cosinus de l'angle formé par les ailes de l'aigle étant plus conséquent que celle formée par les aigles du pigeon, celui-ci lui permet de réaliser des battements d'ailes plus conséquents et de voler à plus hautes altitudes. Oui mais non, à l'EFG, vous n'êtes ni des gens teubés, ni des experts en relative. Alors je pense que ces deux explications ne vous conviendront pas. En fait, Booba, ce mec qui a le nom d'un petit ourson tout mignon, si j'ai bien compris, se prend pour un aigle. La blague. En fait, Booba, là, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne souhaite pas se mélanger avec les autres rappeurs qui, eux, seraient des pigeons. Et là, j'ai envie de lui dire qu'une seule chose à Booba, c'est ok, la fouine est un animal, mais la fouine, c'est une fouine. La fouine, c'est pas un pigeon. Vous l'aurez compris, en fait, cette citation n'est ni plus ni moins qu'une version revisitée du célèbre « On ne mélange pas les serviettes et les torchons », comme dirait ma grand-mère. Mais si on s'attarde sur une version un peu plus intelligente des différentes classes sociales, comme serait l'explication de mon pote Karl Marx, on comparerait les aigles à la classe bourgeoise et les pigeons aux prolétaires. Si vous ne savez pas qui c'est Karl Marx définissait les classes sociales par rapport à leur position et à leur rôle dans le processus de fabrication. Il a rassemblé les différents groupes en deux classes sociales principales, le prolétariat, classe dominée, à la bourgeoisie, classe dominante. Je ne sais pas si vous avez compris, mais vous savez qui c'est Karl Marx, vous êtes en école de commerce quand même. Tout le monde connaît Karl Marx. Bon, j'arrête de vous soulever Karl Marx, et j'en reviens à mes pigeons. Il sert à quoi Booba au juste? Ça sert à quoi un rappeur? C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer la place des rappeurs dans notre société. Alors, c'est ce grand philosophe Booba qui nous dit, je cite, « C'est pas que j'aime pas me mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. » C'est beau, c'est très beau. Et pourtant, les rappeurs sont bien souvent vus comme des personnes grossières qui véhiculent des images haineuses à travers leur musique. Ils s'insultent même entre eux à coups de nique ta... Non, je préfère m'arrêter là parce que nique ta mère quand même, ça fait parler. Et pourtant, ces rappeurs... excusez-moi. Mais pourtant, par le biais de leur musique, excusez-moi, ils sont capables d'écrire de somptueuses phrases, et ce sont avant tout des experts dans le maniement des figures de style, dans le maniement des rimes. Mon Bookzer B2O est un poète. D'ailleurs, j'ai ici quelques-uns de ses vers les plus beaux. Je te prendrai matin, midi et soir comme des antibiotiques. Et
Et ma grosse, tu crois quoi? Rien n'est jamais acquis. Au lieu de mettre une podcast, je peux faire mon clic, kaki. J'en ai une dernière. Ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites. Alors, vous pouvez très bien utiliser ces phrases en bonus culture G, comme dirait Monsieur Ancel. Par exemple, je prends vous, Monsieur Ancel, comme exemple. Vous voyez, vous êtes au restaurant avec votre petit ami, et là, il vous fait chier. Vous lui sortez ça, ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans cette salle qui écoutent du Booba, mais en vrai, il n'y a que les gens sérieux qui écoutent du Booba. Et là, je me tourne encore une fois vers vous, Monsieur Ancel. Pour fabriquer un tel sujet, vous avez forcément écouté la musique de Booba, et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte? À 40 ans? Avec une rapide conclusion. Finalement, durant mon discours, je ne pense pas avoir brillé comme une étoile, mais que pour des crédits du Discover et des points en plus dans la moyenne, ce concours d'Hémostène en valait vraiment la peine. Je voudrais juste ajouter que pour le cas des seuls qui m'ont pris pour des pigeons, ici c'est mon staff. Parce qu'ils n'ont vraiment pas aidé, mais je vous demande quand même de les applaudir. Vous êtes une grenouille. Comment ne pas finir grenouille? Voilà. Donc pour tout vous dire, ce n'est pas du tout le sujet, et je n'ai absolument pas envie de le traiter. D'ailleurs, je suis sûr que vous non plus, vous n'avez pas envie d'entendre quelqu'un parler de grenouille, de comment va-t-elle finir grenouille ou non. Moi, j'ai envie de vous parler de la femme et de comment séduire cette tulipe si difficile à cueillir. C'est intéressant. Puis de toute l'évasion de l'autorisation de dire ce que je veux pendant 10 minutes. Dans tous les cas, j'aurai mes points bonus et mon crédit Discover. J'espère que ça ne dérange pas Monsieur Ancel. Puis de toutes les façons, oui. Non, tant que t'as un plan B pour l'année prochaine. Je commence à te renseigner un peu déjà. C'est déjà fait. Donc dans tous les cas, j'aurai mes points bonus et mon crédit Discover. Donc j'espère que ça dérange pas Monsieur Ancel. C'est pas grave. De toute façon, si cela vous dérange, je ne vais pas dire que cela m'est égal, car ce n'est pas très correct de ma part. C'est en quelque sorte un manque de respect, cela pourrait même engendrer des sanctions lourdes à mon égard. Je pourrais me faire renvoyer de cette école. Je prends donc un énorme risque si j'ose dire ce que je pense. Mais si je ne dis pas ce que je pense par peur d'être réprimandé, c'est en quelque sorte que ma liberté d'expression est restreinte. Cela veut donc dire que le responsable de cette école exercerait une sorte de pouvoir autoritaire sur moi. C'est pas que je fais avant, là, par contre. Donc ça veut dire que cette école exercerait une sorte de pouvoir autoritaire sur moi, élève, donc je doute que ce soit le cas, car si c'est le cas, c'est une sorte d'atteinte à la liberté du citoyen que je suis, et au principe de la République, qui sont l'égalité, la fraternité, c'est pas l'équité, mais surtout la liberté d'expression.
commencer. Et donc vous dire en tout bien tout honneur, et je voulais votre avis par rapport à ma présentation, et avec tout mon respect, bien entendu. Donc revenons-en à mon sujet, enfin c'est bien traité, c'est-à-dire comment séduire une femme. C'est un peu l'ultime question de la vie. D'ailleurs, si quelqu'un a la méthode universelle, je suis preneur, car j'ai toujours un petit peu de mal. Mais bon, je vais quand même essayer d'aborder le sujet, parce qu'il faut quand même que je parle de quelque chose. Alors je vous demande, que faites-vous quand vous voulez séduire une femme? Pour moi, tout d'abord, pour séduire une femme, il faut qu'il y ait une femme qui vous plaise. À moins que vous sachiez une sorte de réincarnation de Don Juan, qui ne souhaite séduire la femme que pour le plaisir de la conquête, pour ensuite jeter la femme conquise et amoureuse comme un vieux mouchoir. Pour ma part, je pense que quand vous voulez séduire une femme, c'est tout d'abord d'entrer en contact avec elle. Par contact, bien sûr, lui parler, lui dire bonjour. Après ce premier contact, il faut faire connaissance avec la potentielle future femme de votre vie. Donc savoir ses goûts, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Bien entendu, une grande partie de la séduction moderne parle de ce que j'appelle la séduction. Qu'est-ce que c'est la séduction? C'est la séduction à distance. Il est donc impératif d'avoir son numéro de téléphone et son Facebook. Enfin, après, si vous voulez la séduire en lui restant une tirade du XIIe siècle, debout sur un cheval avec une trompette dans la bouche, pardon. Comme jamais la fait boule ou autre troubadour, c'est votre problème. Je le conseille. Après avoir pris son numéro de téléphone et l'avoir ajouté sur Facebook, ah oui, soit dans la si elle ne nous a pas donné son numéro de téléphone et qu'elle ne nous a pas accepté sur Facebook, laissez tomber, c'est voilà. Dans le cas où vous avez son numéro de téléphone et sur Facebook, vous pouvez maintenant discuter 24 heures sur 24 avec elle. C'est là que les choses complexes commencent. Ne surtout pas gagner par texto. Je m'explique. Si vous discutez en même temps avec votre meilleure pote et votre potentielle future copine, faites attention au destinataire de chaque texto. C'est-à-dire que si votre meilleure pote vous demande qu'est-ce que vous faites en ce moment, que vous lui dites je suis en train de discuter avec ma future relation charnelle, oui, parce que j'utilise les mots comme charnelle, c'est des compétences, il faut quand même utiliser des mots adéquats. Donc je reprends. Donc si vous lui dites que vous chatez avec votre futur plan cul, et que par mégarde vous trompez le destinataire, 3 issues se frappent. Vous envoyez le message à un autre ami qui se marre de mytho, vous envoyez le message à votre mère, et à ce moment-là vous avez le droit à votre retour à la maison un discours sur les MST et l'utilité des préservatifs. Enfin, si vous envoyez le message à votre future potentielle copine, à ce moment-là, comment vous dire, vous êtes dans la merde. Bref, si vous n'avez pas gaffé, c'est que vous êtes... Non, vous relisez vos textos, parce que l'éventualité du gentil garçon, j'ai du mal avec. Donc la prochaine étape est d'inviter en tête à tête à faire une activité quelconque. C'est là que les choses sérieuses commencent. Choisissez une activité de préférence calme. Le paintball, ça fait un peu bourrin. Le bowling, ça fait un peu plouc. Donc moi, je vous conseille deux grands classiques, le ciné ou le resto. Pour le resto, évitez le kebab, ça fait pas très romantique et ça fait surtout un peu radin. Ou alors un bon vieux ciné, mais pareil, évitez de l'emmener voir le dernier film de Stallone, mais encore dans le registre bourrin. Un petit willet, ça passe très bien. Si vous comprenez rien, c'est pas grave. Au moins, vous passez pas pour un bolos. Puis, même à la fin, si vous lâchez une petite larme, ça fait un peu mec sentimental. Comme dirait quelqu'un, charge émotionnelle au maximum. Bon, après, faut encore improviser, je vais pas vous faire tout le boulot. Revenons à la théorie. Donc, si toutes ces étapes se déroulent correctement, c'est que vous n'êtes pas trop mauvais. Et donc, a priori, au bout du 3e ou 4e rendez-vous, votre grenouille sera bouillie. Vous n'avez rien compris? Je vous explique. Je vais vous raconter une petite histoire. Fermez les yeux et imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper. L'eau est un peu chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille. Ça la fatigue un peu, mais elle ne s'en peut pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable. Et elle s'est affaiblie, alors elle supporte et elle ne fait rien. La température continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais avoir fait quelque chose pour s'extraire de la marmite. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l'aurait jeté au stade de la marmite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la méthode pour faire cuire une grenouille et séduire une femme est exactement la même. Et sans forcer, et savoir être patient. Mais là, vous allez me dire, oui, si on force un peu, on peut plonger la grenouille directement dans l'eau bouillante, fermer la casserole tout de suite avec un couvercle,
Effectivement, la grenouille sera emprisonnée et va bouillir en quelques minutes. Mais bon, moi je vous le déconseille, parce que personnellement, j'appelle ça un viol. Moi, je vais la passer de la terre. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de où, donc moi je traitais Stéphane en scène, c'est quand même vachement plus drôle. Pendant 2 soirs. Bonsoir, moi c'est Stéphane. Ça va? Ouais, non, de toute façon je m'en fous, moi la vie est belle, tout va bien, comme d'hab. C'est toi, prends place. Tu connais ici? Non? Bon, c'est le Procop, en gros c'est un restaurant parisien où... Où les intellos de la capitale, les gens comme moi, viennent se ressourcer, voilà. Je t'invite, c'est cadeau. Alors pour le menu, t'inquiète, j'ai la solution, laisse-moi faire, je vais faire goûter la spécialité. La spécialité? Voilà, du saumon en route. Bon, dit comme ça n'a pas l'air top, mais fais-moi confiance, c'est génial. Bon, parlons de ta vie. Non, en fait, non, commençons par moi, c'est quand même vachement intéressant. Moi, je suis un féru de littérature, je lis beaucoup. Je suis à 2400 ouvrages, une femme par bouquin. Alors, tous les jours, je transmets mon savoir, ouais. J'adore enseigner, je suis vraiment fan de ça. Ouais, je suis prof, ouais. C'est une bonne situation, ça, prof? Alors, je pense pas qu'il y ait bonne. Des gens qui m'ont tendu la main, à un moment où je ne pouvais pas, j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards des rencontres forgent une destinée. Bon, voilà, alors, parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, bien évidemment, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, parce que moi, je danse la vie, je chante la vie, je suis qu'amour. Et parfois, les gens me disent, mais comment fais-tu pour garder cette humanité? Et je leur réponds très simplement, c'est le goût du don de soi. Voilà. Alors j'adore cette ville, c'est une ville très dynamique, très bien desservie, c'est trop du cul du monde. Non mais non. Aucun resto ici, moi mon père il est charmant, hein. Je peux vous dire à la maison ça tue nous, la mère en scène elle nous fait pas, et les canons pareil. Ah oui, bonus culture G comme disait l'ami Franck. Et donc,
ça, c'est la référence, c'est ma référence. Je t'impressionne, hein? Viens pas vraiment. Ah là là, j'aime bien ces dîners mondains où on peut vraiment parler de choses sérieuses. Bon alors ça te plaît? Bonne ambiance, hein? Enculé? Serveur, pardon. On tient un peu. Ouais non, on va pas prendre des bouteilles de champagne, je ne vais pas t'impressionner le premier soir. Tu connais l'OSG? Armand Derry? Ouais non, c'est notre bienfaiteur, notre grand maître à tous. Je suis fier de travailler là-bas, tu sais, j'y contribue beaucoup, je fais un peu l'icône là-bas. Les élèves m'idolâtrent, partout où je vais, je suis applaudi, c'est absolument, c'est génial, c'est énorme. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec une copine, et les gens s'arrêtaient, ils voulaient prendre des photos avec moi, j'ai quand même immortalisé le moment. Tu veux voir mon chien? Mon chien Théophraste? Non? Dommage, parce que au niveau champ émotionnel, c'est quand même pas mal. Bon, autant que les petits pandas, mais peut-être pas autant que les enfants handicapés, je suis d'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Je tenais à te dire que tu étais super belle, mais pas aussi belle qu'une tulipe. Merci. Ce jour-là, c'était mercredi, comme tous les mercredis, j'ai cours d'infomésie avec M. Ancien. On rentre, on s'installe avec lui. Il nous dit, les sujets pour le concours sont sortis. Je me dis, cool, les sujets pour le concours sont sortis. Alors j'hésite, je me demande, je fais pas. Je me dis, allez, je me lance. Je descends chez lui au hasard, croyez-vous en nanana de l'amour. Ok, cool. Je sais pas quel sujet, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, là je panique. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'aborder? Ok. Commence par le plus simple. J'essaie de réfléchir. Non, c'est bon. La mort. Du coup, je me dis la mort, qu'est-ce que c'est? Pour certains, c'est juste un tunnel au bout duquel il y a deux portes et il faut choisir parce que sinon c'est irréversible. Pour d'autres, c'est juste le début d'une nouvelle vie. On se réincarne en chien, en chat, en un livre qu'on essaie de vendre à chaque bout. Et pour nous, LG1, c'est quand on est assis sur les bancs de cet amphi et qu'on entend Monsieur Lapin nous dire « Dernier rang, vous passez quoi ?» Non, par contre, je ne veux pas dernier rang, vous passez quoi. Pour Ben Laden, c'est juste une partie de cache-cache qui a mal tourné alors que pour Christina Cordula, ma chérie, c'est pas possible. Cette production visuelle, la cacophonie des couleurs, c'est pas possible. Je me suis dit, ouais, au final, la mort c'est relatif, alors parce que tu vas choisir quel point de vue tu vas adopter. Et là, je me dis, bon, plus simple, le scientifique. Pour eux, la mort, qu'est-ce que c'est? On a trois options, sinon c'est pas drôle. Donc, on a la mort clinique, la vie qui ne respire plus, le pire on va plus, on a de la horrible. La mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus, mais l'individu est toujours là. Concrètement, c'est un peu notre gars. La mort végétative, alors ça, c'est une autre option, c'est-à-dire qu'on peut toujours respirer et déféquer. Par contre, pour l'alimentation, c'est électrique. Non, c'est-à-dire que du racet, ça marche pas, faut vraiment être branché. Donc la mort, c'est faire. Par contre, déjà, je vais apprendre à dire l'inéluctabilité. Ok, d'accord. Donc là, je me mets à réfléchir, je me dis, je cherche l'étymologie. Non, je rigole, je dis sur Google. Donc là, ils m'ont dit, se dit quelque chose qui est inéluctable. Ouais, génial. Encore. Alors, contester les dogmes ultra-libéraux ne consistait pas à devenir un âge d'or imaginaire, dépasser voire caïque ou à nier l'inéluctabilité du progrès technique. Cool. Troisième essai, se dit de quelque chose qui est certain, probable, inéluctable. Voilà, enfin quelque chose de pratique, enfin quelque chose
chose de clair, précis, concis. Donc si je résume, la question qu'on pose c'est croyez-vous en lui? Croyez-vous que la mort, quelque chose de certain qu'on ne peut pas y échapper? C'est clair, on va tous mourir. Enfin, vous savez, on est quoi. Je savourais pour mourir avec sens. Encore réussi à me surprendre. Le petit cul d'Épaulette. 1982. Bonjour à tous. En arrivant en classe, j'entends quelqu'un qui me dit Hey Doudou, tu participes au cours des vacances là? Alors je lui réponds Ouais Stéphane, ouais je participe au cours des vacances. Alors qu'il était sur le point de m'annoncer son sujet, avec son sourire charmeur et sa petite voix confiance, le temps s'était arrêté. Oui Stéphane, c'est chaud de quoi je parle. Viens, choisis, regarde comme on est bien. Méfiance. Un grand philosophe disait, lorsque l'on dit que l'on est bien, c'est que l'on n'y est pas. Je rentrais chez moi, annonçais à ma mère mon sujet formidable. Formidable. Stéphane est formidable. Excusez-moi, je me garde un peu, j'aime bien chanter. Donc j'ai expliqué à ma mère, maman, j'ai mon sujet, il est trop cool. Que de boulot aux extraterrestres. Ouais, je suis chaud, Mireille. Une interrogation comme ça soudainement. Pourquoi Stéphane Ansel me demande-t-il de parler d'extraterrestres? Par quel mécanisme intellectuel Stéphane, quand est-il arrivé à me demander à parler de ça? Après la crise économique, les tsunamis, les abus de biens sociaux, n'a-t-il morali? Peut-être voulait-il que je parle de lui, de son frère, ses extraordinaires spécimens qui m'ont revenus d'ailleurs. Peut-être serait-il à la recherche de l'âme sœur, c'est pas moi. Je me rappelle de Stéphane Ansel m'expliquant il y a quelques semaines. Moi je pense que les rencontres elles se font partout, et surtout ailleurs. Tout à coup, la vérité du sujet m'éclata en pleine figure. Le mot extraterrestre a en réalité une signification tout autre. Que doit-on aux extraterrestres? Que doit-on aux frères Ansel? Celle-ci la véritable signification du sujet, je marche sur des œufs. Il me faut faire attention, prudence. Ces deux frangins inséparables, en apparence presque des jumeaux, cette apparence de décontraction, vous connaissez la citation, la vie ne fait pas de moine. Eh bien, quand toi Stéphane, tu me défiles dans le SG, je me dis que le moine a donné. Ce visage rond à la fois rassurant et inquiétant, cette démarche chaloupée, ces petites lunettes rondes que l'on a pu voir dans Harry Potter, Harry, sorcier, Potter, extraterrestre, parallélisme, tout. On a l'impression qu'ils viennent d'ailleurs. Ouais, un peu comme les frères Bogdanov. Igor et Grishka Ansel. Frédéric et Stéphane Bogdanov. Ça y est, alléluia! Alléluia! Ah ouais! Les vraies questions qui nous sont posées sont les suivantes. Que le monde doit-il au frère Ansel? Que l'LG doit-elle au frère Ansel? Que dois-je au frère Ansel?
Bref. Répondons simplement, nous leur donnons tout, ils sont un bienfait pour l'humanité, vive les extraterrestres, vive les Français, vive. Passons à autre chose. Alors là, en fait, j'avais préparé un truc, sauf qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant, mais c'est un petit remix. Passons à autre chose. À mon tour, j'ai envie de leur poser une question que je suis sûr que vous vous posez tous. Ouais. C'est une bonne situation, ça, les s'intéresse? J'imagine la réponse. Tu sais, Jean Hubert, je crois pas qu'il y ait de bonnes, de mauvaises situations. Moi, je suis Stéphane Ancel. Si je dois résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des étudiantes. Des étudiants eux aussi, qui m'ont tendu la main. À un moment où j'étais seul chez moi. Parce que quand on a le goût de la chose, oh oui, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Moi, c'est Valentin, je dis merci à la vie. Je sens la vie, je me suis comme vous. Et j'ai envie de leur dire que leurs propos sont complètement compréhensibles. J'ai envie de dire tant mieux, un bon discours n'a pas nécessairement besoin d'être compréhensible. Prenez par exemple M. Goodman. Quel talent d'orateur! Est-ce que quelqu'un a déjà compris une de ses analyses? Le seul truc que j'ai compris, c'est que M. Goodman est en vacances au Pérou. Il a pris plein de jolies photos. Et la nourriture péruvienne, c'est cool. Je pourrais vous dire d'autres exemples de discours incompréhensibles. Ouais. Je suis bien placé pour savoir que vous parlez pour ne rien dire. Ouh là là, une terrible angoisse m'envahit. Si les Français sont des extraterrestres, ils vont vouloir à un moment ou à un autre partir de notre planète. Non. S'il vous plaît, pas ça. Je vous en supplie, Stéphane. Je vous en conjure. Ne me quittez pas. Il s'enfuit déjà. Les deux frères en stèle. Pardonnez-moi, mes frères et mes sœurs. Je m'égare encore une fois. Je vous prie d'accepter ces quelques derniers mots en statut, Stéphane, parce que votre frère, si c'est du coup. C'est bon. Je ne trouve pas de fin à notre histoire. Les mots qui viennent sont des fois. C'est bien que vous dit, mais on vous dit quand même. On vous aime. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me demander, je m'appelle Paul Roublin, c'est pas grave. Donc mon sujet s'intitule Si vous n'existez pas, vous en entendriez-vous. Donc tout d'abord, je vais commencer par m'excuser auprès de ceux qui voulaient rigoler aujourd'hui car je ne suis pas quelqu'un de marrant. Et en plus, j'ai décidé de traiter mon sujet, chose apparemment anormale. Ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de traiter mon sujet, je sortais du monde avant. Bon, alors ma question est un peu étrange, un peu
ambiguë. Hein. C'est une question assez connue dans l'art, personnellement, jamais entendu parler, je m'en foutais complètement. Mais j'ai appris, enfin on m'a dit que c'était une question existentialiste. Donc c'est aussi une question égocentrique qui est centrée sur soi-même. En fait, le but c'est de savoir si on s'aime, si on ne s'aime pas, si on mérite de vivre, si on ne le mérite pas. Donc, si on ne s'estime pas comme quelqu'un, si on ne s'estime pas comme quelqu'un de bien, pourquoi s'inventer? Alors, je suis sûr que si je vous posais la question, à savoir si vous pouvez créer quelqu'un, qui créeriez-vous? Je pense vraiment que là, dans l'amphithéâtre, personne ne répondrait « Moi, je me créerais moi-même ». Je pense que tout le monde ici, je sais pas, réaliserait ses fantasmes en créant une sorte de personnage de film, enfin surtout dans notre société à notre époque, avec l'influence du cinéma et de la littérature. Je pense qu'on pense tout de suite à des personnages plus intéressants que soi-même. Hein. On pense, je sais pas, à Superman, à Obama, à Catwoman, à Katsumi, à la limite à François Lafare, mais surtout pas à soi-même, ni à Stéphane Ancel au passage. Par contre, cette théorie ne s'applique qu'à partir du principe où on ne se pense pas parfait, parce qu'à partir du moment où on se pense parfait, on ne peut pas créer quelqu'un de plus parfait que l'être parfait. Je pense, c'est logique. Donc voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis pas marrant, je suis pas parfait. Donc j'ai plein de défauts, je suis pas très important, je ne sers pas à grand chose. Je sais pas. Je sais même pas quoi vous dire là maintenant, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, si je pouvais créer quelqu'un, je me créerais surtout pas moi-même, enfin je me créerais pas moi-même, surtout si j'avais l'opportunité de créer le personnage que j'ai toujours voulu être. Or, ne suis-je pas le personnage que j'ai toujours voulu être? Bon, vous n'avez pas de chance, j'ai décidé de parler de Jean-Paul Sartre, le mec le plus marrant au monde. Et de sa théorie de l'humanisme, qui est la chose la plus funny. Donc cette théorie vise à dire que l'homme s'invente tous les jours par ses choix et par ses actes. Donc cette théorie s'applique surtout à notre âge, quand on est en train de choisir notre avenir. Par exemple, l'année dernière, on est choisi de venir en école de commerce, et plus particulièrement à l'ESG Management School. J'ai inventé le futur moi, qui est le moi maintenant, donc le moi d'aujourd'hui. Donc, on suit ce raisonnement. Je ne peux que être celui que j'ai voulu être, car j'ai eu le pouvoir de décision, j'ai pris mes choix par moi-même. Donc à la question, si vous n'existiez pas, vous inventerez-vous? Je ne peux que répondre oui, car je me suis déjà inventé par le parfait, car je me suis déjà inventé par le passé, et que je suis moi-même. Bon, de plus, quand même, hein, malgré tous mes défauts, je suis quand même pas quelqu'un de très méchant, c'est assez cool, on va dire. Et puis je fais partie d'une association humanitaire, donc ça c'est bien pour l'humanité. Je suis un peu plus bâgé du cœur, un vote au concours, merci, oui. Et puis voilà, je dois avoir quelques qualités là, même si j'arrive pas, même si on trouve pas maintenant, je peux en avoir quelques-unes. Donc ça serait quand même dommage que je n'existe pas, sinon je pourrais pas faire de blanc là maintenant en amphithéâtre. Donc à la question, si vous n'existez pas, vous inventeriez-vous? Non, je ne m'inventerai pas. Au revoir. Salomé Picard, vous les applaudissez s'il vous plaît. Et si Van Gogh avait été heureux? J'ai été voir M. Ancel qui m'a dit, tu sais Geoffrey, il n'a pas de sujet mieux qu'un autre. J'ai compris, tu sais Geoffrey, tu es le pire des sujets. J'ai été voir sur internet, j'ai tapé l'homme à la pipe, autoportrait de Van Gogh, une sculpture G. Bref, moi qui étais parti à la recherche de peinture, me voilà verni. Bon, je me lance, au moins, quand le jury annoncera ma place en finale, elle ne sera que plus belle. Je n'oserais citer un grand poète qui a dit
Imaginez plutôt Van Gogh dans une pièce froide, miteuse, assis dans un minable fauteuil, derrière un tableau qui cachait la seule source de lumière de la pièce, qui provenait de cette lampe à pétrole dans ce recoin. Les ongles jaunis, le teint blafard, les yeux incurvés, l'iris bleu où la morosité s'était installée. Le cri était repeint. Mais peindre un cri, c'est crier une plainte. Plainte contre qui? Contre quoi? Contre vous? Contre moi? Moi-même, je reste quoi? En plein désarroi, je ne perçois pas son but, sa proie. L'état d'âme de notre roi me rend moite. En outre, il n'a jamais connu la joie. Van Gogh n'a jamais été heureux de sa vie, que ce soit sur le plan professionnel ou intime. Tout d'abord sur le plan professionnel. 900 toiles, 1100 dessins, et il n'a vendu qu'une seule toile de son vivant. Autant dire qu'il est difficile d'être heureux avec des ventes avoisinant le dernier livre de Stéphane Ancel. Il a quand même fait le concours des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est arrivé 25e sur 25. Sa vie amoureuse maintenant. Il tombe amoureux 2 fois consécutivement. Les deux en aiment un autre. Ça peut arriver, me direz-vous. Vous auriez raison. Bon, après, elle tombe amoureux de sa cousine, elle le fuit. Ça commence à se compliquer. Ensuite, après un échec avec une prostituée enceinte et une autre qui tente de se suicider, on comprend qu'il est plus douté de lui et de ne pas être heureux. Enfin, c'est l'oreille sur le gâteau. Il offre son oreille justement à la femme qu'il convoitait à ce moment-là. On a vu comme technique de drague. C'est là qu'on se dit qu'à confession intime, c'est des petits joueurs. Bon, il était aussi porté sur la bouteille. Ça, c'est la normale, il aurait fait un bon étudiant de l'ESG. Et si Van Gogh avait été heureux, ce qui revient à demander si Monsieur Lafargue n'avait jamais mis de zéro, nous ne serions pas là à parler de lui. Si Van Gogh avait été heureux, il aurait peint des banalités. Jamais il n'aurait été connu comme il est actuellement. Si Van Gogh avait été heureux, il aurait pu dormir sur ses 2 oreilles. Van Gogh, bien qu'il n'ait jamais eu la richesse de Besançon, devait être mis sous tutelle, parce qu'il le valait bien. Mais au final, quand on voit un Bigard remplir un Stade de France ou une Nabila mobiliser la jeune génération, alors oui, je préfère être aveugle, solitaire mais intemporel, solitaire mais fier. Je terminerai par cette citation qui résume le mieux son discours. Il faut commencer par éprouver pour exprimer ce que l'on veut. Van Gogh. Merci. Bravo. Qui reprend quand même un peu le niveau culturel. Même si j'aimerais qu'on arrête de citer les là quand même, parce que quelquefois, c'est beaucoup ça. Est-il plus humiliant d'être suivi que suivant? C'est la question que se pose Jacques Brel dans sa chanson au suivant. Alors, par où commencer? Depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. Disait Yves Montand, c'est pourquoi ils ont souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Suivant souvent et suivi autant, l'un comme l'autre suit ce qu'il veut et puis ce qu'il peut. Ramassant au passage une succession d'humiliations non sans suite, il capitule devant le suiveur impétueux. Emporté par sa passion, refusant point de vue aux réflexions, cédant aux manipulations, poursuivant rêve, secrète tentation et infini soulevant à son admiration et son humiliation. J'étais une femme suivie, courtisée, gentiment harcelée, flattée, qui de l'humiliation en ne retient pas accordé avec gratification. Si j'étais disciple suivant, parcouru par le souffle du maître, nettoyé et vidé, libéré des passés égoïstes qui obstruent cœur et esprit, quel plus grand bonheur que la douce humiliation prélude à l'inspiration qui est aspiration à la magie humaine. Si j'étais un mouton de panuche qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique, ce ne serait pas humiliant car nous tomberons tous de la même falaise.
Alors, où commence l'humiliation? Lorsqu'on porte en soi l'engagement de suivre, de servir les autres, lorsqu'on cherche à célébrer l'espérance de joie que constitue cet effacement de soi au profit des autres. Est-ce que cela signifie Pierre Zawi dans son art de disparaître, un bonheur par soustraction au jeu vain de soi et de ses ambitions personnelles? Jusqu'où peut-on être suivant sans s'affiner? Jusqu'où le renoncement à notre désir, à notre parole, nous éloigne de nos besoins impératifs? Équilibre, articulation, souplesse, distance, rythme et recul, un vocabulaire de sportif comme si la discipline du corps permettait l'alignement de la pensée. Ajuster ses forces à ses envies, concilier sphère privée et espace professionnel, créer des alliances, c'est ne pas se mettre hors la loi de soi. Cette question est aussi celle des hommes politiques, des partisans des suivants, quand les appétits immodérés pour le pouvoir font fi des idéaux programmés, quand les ambitions démesurées font oublier que toute vie humaine est avec les hiérarchies. La Fontaine le dit, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout le pouvoir vous attire comme les grands seigneurs, tout prince a ses ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Alors que toute ascension se mesure d'abord à l'épreuve du temps, des obstacles et des efforts accumulés. Évidemment, il y a ceux qui veulent être chefs à la place du chef, ce ne sont pas forcément ceux qui réussissent. La volonté d'être coûte que coûte suivi dénote souvent insatisfaction et humiliation refoulée. Mitterrand illustrant en 1988 face à Chirac que deux duellistes lors d'un concours d'éloquence observé par des millions de personnes amatrices de mots phrasés, son Chirac lui lance: ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à l'égalité, vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Ce à quoi Mitterrand répondit simplement: mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Chirac ne s'y point ici humilié. Il est humilié en étant le suivant, mais pourtant le finira suivi 7 ans plus tard et il sera même le suivi préféré des Français. Sommes-nous donc ces suiveurs pathologiques qui n'ont pour seule identité que les suites de leur humiliation? Ils n'en ont rien. Ils n'ont d'autant que rien que dans ce cas-là humilié, et non pas celui qui suit, mais celui qui se fait suivre. À son insu, me direz-vous, par plaisir désavoué à certains. De tous, on ne retient que le reflet de soi-même, car étant constamment suivi, on en perd notre propre initiative personnelle, en se soumettant dès lors non plus à ses choix, mais au bon vouloir de ses suiveurs, jusqu'à en perdre la raison et en se demandant au final, et qui suit l'autre? C'est la question à laquelle ne pourra répondre aucun d'entre eux, car pris dans ce tumulte où l'humiliation et le succès se rejoignent, s'entremêlent et deviennent indissociables, suiveurs et suivis s'irritent et seront dès lors capables, chacun à leur tour, du meilleur comme du pire. Ce juger sera peut-être sans suite, mais je ne peux prendre pas ça comme une humiliation, bien au contraire. Vous avez été les suivants de mon illustre pensée, s'il en est, du moins, je ne vous ai pas humilié. En 1789, on dit que ce qu'il y a dans le peuple de plus instinctif, de plus inspiré, sont les femmes. Les hommes ont pris la Bastille et les femmes ont pris le roi. La femme a su s'intégrer, se libérer, jusqu'à en être adulée, comme le montrent de nombreux titres de chansons françaises qui célèbrent la femme. J'aime les filles, femme, je vous aime, femme des années 80, un jour une femme. De plus, de par le fait que la France soit associée à un prénom féminin, ou encore à la Tour Eiffel, qu'elle soit symbolisée par une femme, la Marianne, et que ses domaines d'excellence, gastronomie, luxe, ont longtemps été essentiellement féminins, on aurait tendance à répondre spontanément que la France est une femme, ni pute, ni soumise. Autant d'idées reçues qui nous amènent à se demander, la France est-elle une femme ou un homme? Commençons par le début, à savoir, qu'est-ce qui caractérise la femme et l'homme français?
Arrêtez-moi si je me trompe, mais la femme paraît fleur bleue, mais séductrice. Tendre, mais déterminée. Rusée, mais crédule, même un peu fluche pour certaines. Indépendante et super collante, sociable, le véritable commère. En clair, ne jamais croire une femme sur parole, malgré son bel emballage. Il se cache en elle une femme redoutable. Quant à l'homme, il semble réfléchi mais impulsif, aux petits soins mais jaloux, confiant mais fier jusqu'à virer prétentieux, drôle mais super lourd. À l'écoute, mais monsieur le sait tout, courageux mais jamais sans maman. On m'avait vendu la marchandise comme une bête de sexe, et au final, rien n'est sorti du coquelicot. Bref, que de la gueule. À première vue, ils ont une épaule sur laquelle se reposer, mais en réalité, ce sont des nounours. Loin, très loin du Georges dont on rêve tous. Il suffit de regarder les personnalités françaises pour illustrer ce propos. Entre M. Pokora, vs Nabila, Jean-Claude Van Damme, vs Evangélie, Mimi Mati, vs Passepartout. Sans oublier Vincent McDoom, d'ailleurs, femme ou homme, on ne sait toujours pas. Les figures françaises, qu'elles soient hommes ou femmes, laissent sérieusement à désirer. Imaginez, femmes et hommes qui cohabitent 24 heures sur 24 sur le même territoire. Vous n'êtes pas loin de déclencher une guerre mondiale. On peut parler de deux clans qui s'opposent, à l'image du duo, un gars et une fille. Résultat, la France c'est 30 millions de chouchous et 32 millions de loulous. Il y a un pays qui en fait les frais. Femme ou homme, voilà la question qui taraude les Français. Alors, la France n'a pas envie de choisir. Plus maligne que ça, elle a choisi de prendre le meilleur de chaque sexe. La crème de la crème pour n'être que qualité. Pour n'être que qualité. Femme à l'intérieur et homme à l'extérieur. Alors, ne demandez surtout pas si la France est un homme ou une femme. Elle vous répondra fièrement qu'elle est hermaphrodite et que les Français pourraient bien en faire autant. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre Enfec, je suis en classe 2. Le sujet que j'ai tiré, c'est l'amour a-t-il un prix? C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas extrêmement content de faire un sujet pareil. Heureusement, j'avais un staff qui m'a toujours soutenu et ultra motivé, qui a toujours été là pour moi. Je préfère en prévenir tout d'abord, avec un tel sujet, je suis obligé de rentrer dans la caricature pour que ce soit un peu intéressant. Donc, tout d'abord, je vais essayer de définir ce qu'est l'amour. Cette notion un peu particulière et difficile à définir. Eh bien, pour moi, je pense que l'amour, c'est un sentiment incontrôlable, une attraction qu'on développe pour quelqu'un. Il apporte une joie de vivre. Tout le monde connaît dans son entourage un couple qui s'aime. Tout le monde a connu l'amour. Enfin, j'espère pour tous que vous avez déjà connu l'amour. Et tout le monde connaît donc un couple qui s'aime, vous savez, ce genre de couple qui se tient la main dans la rue, qui sourit toujours, qui rayonne de bonheur et qui paraît toujours soudé et qui finalement transmet cette joie de vivre à tout le monde. Bon, aucun célibataire ne me contredira, on trouve tout ça pathétique, arrogant. Et bien sûr, quand ton pote te demande pourquoi tu es célibataire, toi tu dis « mais pour la liberté !» Et ouais, moi j'ai pas à me faire chier avec une meuf, aucune prise de tête. Non, vraiment, je suis tellement heureux, t'imagines même pas. Mais en vrai, tu le sais, au fond de toi, tu rêvais d'avoir une présence féminine, toujours là pour te soutenir dans les moments difficiles. Bon, tout ça c'est mignon, mais moi c'est pas ce genre de truc que je vais vous raconter. Ce serait chiant sans intérêt. J'essaie de vous parler de ce qui est pour moi une relation, de ce que cela comporte, que ce soit les bons comme les mauvais moments, tous les mauvais d'ailleurs. On dit souvent que l'amour ne dure que 3 ans. Bon, ça arrive des petites phrases, bateau, sans réelle signification. C'est un peu comme une de Bardi qui se retrouver. J'ai envie de tuer le mec qui dit ça quand tu te fais la règle. Mais bon, revenons à cette expression. Donc au bout de ces 3 ans, il paraît que l'amour est consumé, que la vie de couple est rentrée dans la routine, et la rupture approche. Moi je pense que c'est pas que la relation qui est fausse. C'est ton amour propre, mais surtout ton compte bancaire. Et ouais, faut pas le croire, ça coûte cher. Rien que le premier rendez-vous.
150 balles pour un resto au minimum. Ah, tu vas pas l'emmener au flunch. Si c'est pas scandaleux. Bah ouais, c'est indispensable qu'un mec invite la meuf qui veut se servir. Vous imaginez un peu ce qu'on peut faire avec 150 balles aujourd'hui? Première chose qui me vient à l'esprit, 2 places pour PSG Marseille, au bar. Et pas le même délire. Bah non, toi tu les as dépensés pour faire plaisir à une jolie fille qui t'a tapé dans la vie. Tu croyais que tu pourrais te réconforter en passant une bonne soirée? Qu'elle te le rendrait pendant la nuit? Bah non, à moins que tu sois tombé sur Zaya, à mon avis t'as juste le droit à un bisou et un remets à demain. Maintenant, je vais me servir d'un exemple plus personnel. Enfin, surtout l'expérience personnelle d'un pote. Il se reconnaîtra. Après 2-3 semaines de galère et quelques billets, t'as quand même réussi à te la faire. Faut le reconnaître, c'était vraiment pas mal au début. Vous savez, cette petite période, oui je dis bien petite, parce que ça c'est court. Bref, pendant cette petite période, tout se passe bien. Pas de prise de tête, pas d'engueulade, tout va bien. Vous passiez des week-ends entiers ensemble, tu l'emmenais partout où tu allais. Vous alliez dans des petits cafés mondains, café fort, Procop. Vous parliez de tout et de rien, de la fin dans le monde, de la conjoncture économique actuelle. Par contre, nous, tu nous avais complètement oubliés. On se voyait plus d'ailleurs. Tu passais un temps fou avec elle. Les soirées FIFA bière du vendredi, je peux l'oublier. Pareil pour la scoop du mercredi, j'en parle même pas. Et je me souviens d'une anecdote après un vendredi, je crois que oui, c'était un vendredi. Après le cours d'un prof, c'était assez intéressant. Je ne le citerai pas, mais il se reconnaîtra. Tu m'avais dit que tu voulais tester un de ces bonus culture G. Et puis, je ne sais pas si tu as pris un jour, tu l'as vraiment fait. Tu étais au Café Flore l'après-midi, et tu t'es lancé, tu as commencé à lui parler de Théophraste Renaud, créateur de la presse. Tu t'en veux encore? Il fallait s'y attendre, elle en avait rien à foutre. Non, sérieux. On lui dira au prof de pas tester. Enfin, vous aviez l'air si heureux, vous étiez tellement mignons. Enfin, ça, c'est ce que tu faisais croire. Mais le soir, rien que tous les deux, c'était plus pareil. Ouais, tu me disais que vous étiez tous les deux posés, mais bon, tes soirées, maintenant, on les connaît. Et ouais, mais c'est dur de nous avouer que t'étais obligé de regarder l'amour et d'entrer. Franchement, je compatis. Mais on le sait tous, c'est la fille qui choisit ce qu'on regarde le soir à la télé. Si on veut éviter une crise de nerfs et regarder sur le canapé. Pour éviter ça, et j'admire, tu t'es tapé une saison complète de l'amour et d'entrée. On pourrait presque la pleurer. Mais revenons-en au fait. Je me suis vraiment rendu compte du problème le jour où tu m'as emprunté pour la 3e fois 50 balles. 150 € en une semaine, je me demandais vraiment ce que tu faisais. Mais tu m'as expliqué tout à fait naturellement que c'était pour elle, pour lui faire des cadeaux. Des cadeaux? Depuis quand les cadeaux sont-ils représentatifs de l'affection que l'on porte à la personne? Pourquoi les femmes coûtent-elles aussi cher? Tous les prétextes sont bons pour se faire offrir des cadeaux. À chaque fois qu'on se balade dans la rue avec sa copine, il y a toujours un moment où elle s'arrête devant une vitrine, et là, la phrase la plus redoutée de tous les mecs. Ah, ils sont super sympas, c'est bon, tu trouves pas? Et là, t'as qu'une seule envie de répondre. Ouais, moi c'est le prix que je trouve moins sympa, mais... Là, tu réponds, ouais, c'est vrai, je trouve pas mal. Pour essayer de lui faire plaisir, et ne pas la braquer. Le problème, c'est qu'elle va tout faire pour les obtenir, ces potes. Une petite phrase du genre c'est bientôt mon anniversaire, ou ça fait 6 mois qu'on est ensemble, ou encore la Saint-Valentin. Non mais quelle belle connerie cette Saint-Valentin. Pourquoi la Saint-Valentin doit faire des cadeaux? Pourquoi on doit être romantique ce jour-là? Qui a décidé ça? C'est juste une putain de fête commerciale ce truc. Le gars sortait de l'ESG, il savait pas quoi faire, il avait besoin de tuer, il a créé ça. Donc à la Saint-Valentin, tu l'emmènes dans un endroit romantique, petit dîner aux chandelles, petit cadeau bien cher à la clé, sans oublier le bouquet de tulipes bien sûr. Mais que peut faire un homme amoureux quand sa femme le regarde dans les yeux et lui demande quelque chose? Il ne peut rien faire. Quand les gens disent que l'amour rend aveugle, c'est vrai. On le sait tous malheureusement, la passion ne dure pas éternellement. Cette flamme si agréable qui réchauffe nos cœurs s'estompe petit à petit.
Et nous, on veut pas qu'elle s'éteigne, cette flamme. Donc pour la rêver de temps en temps, on essaie de la surprendre, de lui offrir des cadeaux, de l'emmener en week-end, bon pas à Châteauroux. Tu leur as tout donné, tout. Et elle t'aura tout. Ton cœur, ta foi en l'amour, ton amour propre et ton argent. Avant, je pensais que l'amour n'avait pas de prix. Mais ça, c'était vrai. Non mais sérieux, pour moi, l'amour, c'était le plus beau des sentiments. On dit souvent que l'amour est la meilleure des choses qui puissent nous arriver et que l'amour n'a pas de prix. Je vivais dans un cliché et ton histoire m'a fait revenir sur Terre. C'est beau l'amour dans la littérature. Il n'y a pas de lien avec l'argent. Mais même dans les plus grandes œuvres, l'amour peut se révéler fatal. Ça, d'ailleurs, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Roméo et Juliette, dans Shakespeare. Eh bien ouais, Juliette se poignarde pour rejoindre Roméo, qui s'est lui-même empoisonné en pensant la rejoindre. L'ironie dans cette histoire, c'est que les deux ont payé leur amour par la mort. Bon, maintenant, lorsque je vous dis l'amour a-t-il un prix? Je vous ai tous vus, là, les perles de la salle. Ils ont tout de suite pensé aux prostituées. Et ils doivent se dire, ouais, viens, on voit, c'est 30 balles, viens avec nous, on va se marrer. Ouais, les mecs, mais bon, brouillez-vous, parce qu'avec la loi, ce sera bientôt 1500 € d'amende. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire. Et là, ça coûtera beaucoup plus cher que d'avoir une meuf. Bon, à mon avis, j'ai dû veiller mes chances avec pas mal de meufs ici. Ne vous inquiétez pas, les filles. Mon compte est plein et mon cœur désespérément vide. Psychologique de soutien, je me rends compte de faire. Comme sujet, j'ai eu Dieu qui avait ouvert le 7e jour de la création. Donc déjà, j'étais content de voir que Stéphane Ansel me respectait à ma juste valeur et m'appelait Dieu. Seulement, le 7e jour de la création, c'est dimanche. Et moi, dimanche, j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. Donc, du coup, j'ai un peu galéré. Je veux dire, j'ai pas eu de petit déjeuner avec Jésus. On aurait pu parler de sujets intéressants, style. Alors comme ça, toi, t'as des trous dans les doigts. Salut. Je pensais que les trous dans les mains, ça allait marcher. Je tiens aussi, Merci. Non mais ça fait plaisir de se sentir soutenu. Merci beaucoup. Du coup, j'ai parlé avec mon staff, qui n'a d'ailleurs pas pris la peine de venir me voir. Enfin, je crois. On va vérifier. Thomas Patrice Debreuil. Absent. Victor Renaud. Absent. Barthélémy Morin. C'est sympa de se sentir soutenu. Merci Bart. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Franchement, à part jouer à FIFA, pas grand chose. Parce que j'aime bien FIFA. Si, j'ai quand même bossé mon dossier à part. L'immobilier au Brésil, en Inde, en Chine. Des sujets qui m'intéressent. Vu que je compte bientôt investir dans des immeubles au Brésil, comme ça. Non mais c'est vrai, c'est des sujets qui nous concernent, des sujets de Monsieur Lafare, donc du coup je me suis vraiment appelé avec le plus grand soin. C'est-à-dire que je suis allé sur Facebook. Il faut bien rentabiliser l'abonnement Wi-Fi, faire du Lafare c'est sympa, mais ça vaut pas 15,90 € par mois.
Donc du coup, le 7e jour de la création, moi j'ai fait du Facebook, j'ai fait du FIFA. Et j'ai lu mon livre pour ma fiche de lecture. Voilà. Du coup, c'est vrai que j'avais pas grand chose à dire. Au début, je pensais arriver en fait et faire des blagues sur Monsieur Ancel, mais je me suis fait voler l'idée par quelqu'un, faite par tout le monde. Donc, du coup, je me retrouve sans rien dire. Donc, peut-être que le 7e jour de la création, j'aurais mieux fait de préparer mon concours d'éloquence. Ça aurait pu m'éviter de me retrouver là avec 2 personnes là et 1 personne là-bas qui me soutiennent. Tous les autres qui s'en battent les couilles. Il y a même des gens qui sont partis, hein. C'est-à-dire que c'était à moi, je me suis levé et la moitié de l'enfant est partie. C'est qu'un début. Voilà, j'avais un peu l'impression d'être le prof d'institution européenne. Là, il y a des soutiens. Qu'est-ce qu'il vous a fait ce monsieur? À part être québécois, il sonne tout fort charmant. Et c'est cours passionnant. Du Facebook et du FIFA. Même pour toi. Bah oui, on a pour ça. Hein. On nous a filé un mot de passe pour la Wi-Fi, il faut bien s'en servir. Hein. Sinon, on paye 1200 €, on n'amortit pas. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Le 7e jour de la création de Parisien. Oui, Yacine. Pourquoi t'as pas préparé ton concours? Ton truc d'éloquence, t'as rien à dire, c'est un peu con. En fait, ça fait des bêtes de tout. Tu connais FIFA, Yacine? Tu connais? Le problème, c'est que quand tu commences à te mettre à FIFA et que tu regardes un petit bout de papier écrit sur une feuille à carreaux avec marqué Dieu qui avait bouffé le 7e jour de la création. Tu vois, ça fait pas photo. La manette PS3 t'appelle, fait Antoine. Ne voulant pas la vexer, j'ai pris. Et voilà. Donc voilà, donc mon 7e jour de la création, FIFA et Facebook. Merci pour ceux qui sont restés. C'est déjà pas mal, vous êtes pas beaucoup. Merci. Et j'espère que ça vous a plu quand même. On passe ton pognon quand même. On t'organise un concours. Il y a 5 minutes pour rien dire. Les micros marchent, c'est bien ça. Voilà, c'est quand on est là par contre. Je comprends qu'il est quand même très tard, 11h30 perso. Je vais vraiment oublier de venir ici. Et je tiens quand même à remercier M. Ancel pour avoir organisé son cours. Alors, le sujet qui m'a été proposé, c'est le cannibalisme est-il humaniste? Alors, honnêtement, c'est un sujet assez cocasse, je dirais. Donc du coup, je savais dans le dictionnaire, j'ai regardé un peu la définition de cannibalisme, et il est écrit que c'est une action ou une habitude pour les hommes ou les animaux de manger des êtres de leur propre espèce. Alors, comme ça paraît assez déconcertant. Surtout que, petit bonus culturel, les araignées, quand elles accouchent, les bébés araignées ont tendance à manger leur maman. Du coup,
ça crée des situations assez bizarres. Alors, après, dans un élan de bravoure, j'ai regardé la définition de l'humanisme. Alors, l'humanisme, je pense que ça va parler à tout le monde, c'est ce qu'on faisait en première, en français, etc. Je sais pas. Alors, c'est une philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs du règne animal. Donc, on a coutume de dire dans notre société, donc j'ai dit la vox populaire, coutume de dire que l'homme est plutôt en soi une race supérieure, qui est intelligent, rationnel, et qui se distingue de l'animal qui n'agit que par instinct en fait. Je continue donc, et ils disent aussi que l'homme est l'œuvre du divin, et qu'en soi c'est le plus beau et le plus précieux en termes de création humaine, enfin en termes de création tout court, quoi. Et que donc on est au-dessus de l'animal. Pourtant, la barbarie humaine a aussi montré que l'animal est présent dans chaque homme et qu'en soi, il convient d'agir de telle sorte d'éviter tout contrevenant. Alors, c'est pour ça que je me permets de me poser la question: distinguer l'homme de l'animal doit-il constituer le fondement, la fin de la morale? Autrement dit, la distinction de l'homme ou l'animal est-elle légitime? Dans le cas présent, sommes-nous l'héritage de l'humanisme ou l'apanage de Hannibal Lecter ou Ami Dada ou Bokassa? D'ailleurs, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Alors, concernant Bokassa, Bokassa était le président de la Centrafrique et beaucoup, en tout cas, il y avait beaucoup de rumeurs à son compte qui disaient qu'en fait Bokassa avait coutume de manger le cœur de ses ennemis dans le but d'avoir un gain de puissance et un gain de pouvoir sur l'adversaire. Alors, à vous de voir, hein, mais personnellement, c'est assez. Je trouve ça assez marrant. Donc, je pourrais citer aussi Ami Dada, d'ailleurs. Je vous conseille d'un roi d'Écosse, très bon film. Bonne sculpturée. Alors, certes, l'homme est désireux par essence, mais si on aime la moralité, c'est pour lutter contre notre animalité en soi. Et donc, il doit exister un souci éthique qui nous permet d'accepter le monstre qui sommeille en nous. Donc, en psychanalyse, Freud a mis en exergue le concept de triple blessure. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, je vous la fais simple, Copernic a montré que l'homme n'est pas le centre de l'univers et que grâce à Darwin, on n'est non plus la chaîne première du créationnisme, mais qu'en fait on est juste une chaîne évolutive. Voilà, donc ça fera les bonus culturés. Et que donc du coup, l'homme en biologie est considéré comme une bête comme une autre. Et donc la troisième blessure, c'est qu'en fait on n'est pas maître de sa propre mesure. Il y a le moi, le ça et le surmoi, mais je ne sais pas sur les détails. Donc alors, si l'animal est supérieur si l'homme est supérieur à l'animal, c'est dans sa façon de concevoir et de penser sa propre animalité. Donc à ce propos, j'ai une belle phrase de Spinoza, mais je pense que je vais vous la passer. J'aurais mieux vous la dire. Ah d'accord, ok. Alors, le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par une affectation quelconque donnée en elle. Bon. Grosso modo, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme pense, il doit avoir de la distance vis-à-vis de la pyramide des instincts. Et que donc, il ne faut pas avoir de différence entre l'appétit et son propre désir. Voilà. Donc, pour résumer, je dirais que l'évolution varie selon la variable humaine, son environnement et son éducation. Ce qui m'amène donc à parler de la provenance de ce qu'on appelle le cannibalisme.
Kant disait que, parlait du fait de oser savoir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est passer de la tutelle à la majorité. Donc, c'était en fait reconnaître la finitude de la raison humaine. Donc, si l'homme se respecte, il doit penser le monde avec raison. Donc, alors, si je prends la définition, je pense que étant signifie, ça me fera faire des cauchemars. On se souvient de la formule dans le Silence des agneaux, où cet épisode, à la fin, on voit l'animal lecteur qui sent le téléphone, j'aime la miette du soir. Alors lui, de son propre aveu, préfère manger des personnes grossières et en plein air. Je vous passerai le détail de ce que ça implique, en tout cas la partie où, discutant avec son interlocuteur, il explique qu'il a rencontré une personne très charmante et que son foie est délicieux. Alors, Freud explique encore que le cannibalisme est une pulsion enfouie, représentant l'un des tabous les plus forts avec la prohibition de l'inceste. C'est-à-dire en fait que c'est dans notre inconscient la peur d'être dévoré par notre propre mère. Voilà, donc ça revient sur ce que dit la définition du cannibalisme par rapport aux araignées. Mais plus que ça, en fait, c'est une perspective sociale et sociologique qui va être plutôt intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cannibalisme est une pratique culturelle dans plusieurs sociétés. Est-il universel? Oui et non. Non, car il n'a pas été observé dans toutes les sociétés. Et oui, parce qu'en ce sens, au plan imaginaire, mythe, conte, légende, forme esthétique, il est à l'origine de toutes les cultures. Donc, je peux vous citer par exemple Colomb. Donc Colomb, en fait, ça arrive en Amérique du Sud. Il découvre une tribu qui s'appelle les Arawaks. Donc, Colomb explique à son retour que c'est la tribu qui est en fait cannibale. Mais les Arawaks répondent qu'en fait, c'est non pas eux les mangeurs d'hommes, mais que ce sont les Caribes. Alors les Caribes, c'est de là que viendra le mot Caraïbe, où on va en permanence, on va par exemple faire des Caraïbes. Bon, voilà. Donc en fait, en soi, le cannibale, c'est toujours l'autre. Donc, je vais donc vous lire la racine de ce mot. Donc, le nom de ce peuple, qui est associé au radical du latin canis, chien, se transformera rapidement en canib, jusqu'à l'adjectif cannibale, qui donnera cannibalisme. Le simple fait d'évoquer des anthropophages permettra aux conquistadors de justifier leur massacre. Donc à ce propos, je peux parler de la jurisprudence de Picasso qui personnellement fait foi. Mais en Afrique, c'est ce que des médecins ont évoqué, c'est-à-dire que le sida en fait serait originaire d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, de nombreuses tribus avaient coutume de manger les singes. Et donc, bon, si je devais faire une blague graveleuse, je pourrais faire le lien entre noir et singe, enfin bon, j'éviterais quoi. Donc en soi, donc ensemble, on peut dire que l'homme est le compagnon pour l'autre. Alors en fait, j'avais d'autres parties à vous parler, à traiter. Je pense que, vu l'état de la gastronomie de tout le monde, et le fait qu'on est fin, je vais abréger quand même. Et donc j'expliquerai qu'en fait, au terme de ces analyses, l'homme est un mammifère comme un autre, mais sur un plan éthique, la distinction des deux est un devoir. Et tout effort humain, en fait, consiste à lutter incessamment contre la possibilité de voir l'animalité déborder son cadre biologique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on lutte contre nous-mêmes, contre notre culture et notre clarté, pour empêcher le cannibalisme. Mais tout ça c'est intéressant, ça ne répond pas vraiment à mon sujet. Parce que le but de mon sujet, en fait, c'est de montrer que le cannibalisme est un humanisme, en fait. Et je vais le démontrer. Alors je prends pour exemple la viande à vache folle. Alors, manger de la viande en soi est un acte proche du cannibalisme. En fait, on mange mais
la chair idéale qui est celle de l'homme. Donc, nous avons toujours une pour là-dessus. Or, la crise de la relation va surgir en nous le sentiment d'inconfort et de culpabilité. Et non seulement nous touchons pour manger, mais nous avons transformé la paisible vache herbivore en carnassière, en cannibale. Alors si je mange en bas à la place, c'est bien franchement. Mais le truc, c'est qu'en fait, les farines animales contiennent parfois du placenta humain. Du coup, en mangeant la vache, par assimilation, nous-mêmes devenus cannibales. Ce qui est jugé inacceptable pour des sociétés civilisées. Alors c'est pour ça que je finirai sur une belle citation. Donc, chaque fois que les cannibales sont sur le point de mourir de faim, Dieu dans son infinie bonté leur envoie des souvenirs bien rassurés. Je vous remercie. Ce soir, avant de prendre place dans cet amphithéâtre, vous avez tous ouvert une porte et vous l'avez refermée. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de portes vous ouvrez et vous fermez chaque jour? Essayez, c'est sympa. J'ai essayé hier, j'en ai comptabilisé 67. Certes, la porte est un concept étonnant. Par exemple, une porte délimite une pièce lorsqu'elle est fermée, mais elle la délimite aussi lorsqu'elle est ouverte. Une porte est cruelle lorsqu'elle est close. Or, on se sent en sécurité lorsqu'elle est fermée à double tour. La question c'est de quelle porte parlons-nous? Une porte à poignée demandera de la poignée et entraînera automatiquement une poignée de main. On recommandera un battant, un gagnant, pour traverser une porte à battant. Une porte qui coulisse peut se gripper. On conseillera alors de l'ouvrir d'un geste très lisse afin de ne pas la briser. Enfin, la porte vitrée, la plus contradictoire, la plus fourbe, celle qui semble ouverte alors qu'elle est fermée. D'ailleurs, beaucoup de nez en ont déjà fait les frais. Alors une porte, on peut l'ouvrir avec délicatesse, la fermer, voire la claquer. On peut ouvrir la porte de son cœur. Ou tout simplement c'est du supermarché. Mais ces portes, on peut aussi les fermer. Alors je vous propose une analyse d'un autre genre. Une porte doit-elle être obligatoirement ouverte ou fermée? Ça c'est le thème de pour mon sujet. Attardons-nous sur ce terme obligatoirement. Obligatoire. Du latin obligatorius. À quoi on ne peut pas se soustraire, qui est exigé par la loi ou imposé par des conventions sociales. Or, vous pouvez, nous pouvons, nous soustraire à une porte, puisque nous décidons de l'ouvrir ou de la fermer.
De plus, je doute que la loi nous oblige à maintenir une porte ouverte ou fermée, sauf en prison. Ainsi, en éloignant ce terme obligatoirement, le sujet devient tout de suite plus évident. Une porte doit-elle être ouverte ou fermée? Je dois vous avouer qu'à ce stade de mon discours, j'avais prévu de vous projeter un tableau de Félix Vallotton qui date de 1887 et dont le titre est La Visite, et ce dans le but de poursuivre mon analyse. Cependant, j'ai appris très récemment, je reviens sur la 22h30, que l'utilisation de support est formellement interdite. Super. Donc on peut clairement dire que je me suis pris une sale porte dans la gueule. Cependant, je ne compte en aucun cas m'arrêter là ce soir. J'ai donc trouvé une petite porte de sortie. Ce tableau, je vais vous le décrire. Alors imaginez tout simplement une porte ouverte qui donne sur une porte fermée. Pas trop compliqué. Dans ce tableau, on a le choix. Du moins, on croit l'avoir. Ce tableau, en réalité, c'est une énigme, ainsi que de l'émotion. Une énigme, pourquoi? Une porte ouverte qui donne sur une porte fermée n'est-elle pas finalement une porte fermée? L'émotion, pourquoi? Une porte ouverte n'est-elle pas de l'espoir, de l'espérance? Le tout est possible. Alors, je botte en touche. Car la porte ouverte, c'est le maintenant, le connu, le je sais, le je l'ai fait. Et la porte fermée, c'est l'espoir, l'espérance, l'inconnu, le moteur de ma vie peut-être. Nous sommes tous en quête de vérité. Nous avons tous des objectifs. Aussi, nous cherchons constamment à ouvrir de nouvelles portes et à en fermer d'autres. Car l'homme, et c'est bien connu, ne se satisfait jamais de ce qu'il sait déjà. Mais à chaque porte que nous ouvrons, une nouvelle porte fermée fait son apparition. Nous passons donc notre vie à ouvrir et fermer les portes. Alors, heureusement que les portes s'ouvrent. Et heureusement qu'il y a encore des portes à ouvrir. Merci beaucoup.